Vous avez adressé Bonsoir. au mois de mai une lettre ouverte à Brigitte Macron. Vous êtes le président de l'Association pour le droit à mourir dans la dignité. Alors vous ne l'étiez pas à l'époque des faits qui nous occupent, puisqu'à l'époque c'était Henri Caillavet. Voilà, un sénateur qui, lui, a pris très clairement la défense de cette jeune femme, notamment sur les plateaux de télévision. Est-ce qu'il n'a pas choisi le mauvais exemple ? Vous savez, à ce moment-là, il faut se mettre dans le contexte. Comme vous dites, moi, je n'étais pas du tout président de la DMD, mais je suivais ce combat avec beaucoup d'intérêt. Et moi, je me souviens, les premières interventions de Christine Malève, quand vous les entendiez, vous étiez, quand vous défendiez cette liberté, vous ne pouviez que la soutenir. D'ailleurs, je me souviens que la DMD avait lancé à ce moment-là une souscription pour l'aider. J'avais d'ailleurs envoyé, alors je n'avais pas beaucoup d'argent, mais j'avais dû envoyer, je me souviens que j'avais envoyé un petit chèque. J'avais été, comme tout le monde, convaincu. Et puis, évidemment, quand arrive ce procès, et quand on entend ces familles, ces autres versions, parce que c'est vrai qu'elle a été une grande communicante, mais en même temps une femme qui est aussi quelque part victime aussi de ce système, parce que quand on parle du fait qu'elle était isolée, il faut voir aussi un peu comment ça peut se passer dans les hôpitaux, comment ça se passe avec les personnes en fin de vie, comment ça se passe avec les seniors, et je ne crois pas malheureusement que la situation se soit beaucoup améliorée. Je pense que pour elle, c'est vrai que c'était compliqué, mais au moment où on la voit, au moment où elle s'explique, re-regarder les choses, quoi. Tout le monde ne pouvait qu'être convaincu, et moi je l'étais en tant que simple Français qui regardait, qui se disait, cette femme, quelle compassion elle a eue, j'aimerais avoir quelqu'un qui puisse m'aider comme cela. À quel moment c'est le procès qui fait que les choses changent ? Oui, parce que c'est vrai que les médias ont plutôt relayé quand même pendant un certain temps ce qu'elle disait, qui paraissait tout à fait convaincant. Et puis après, quand on a entendu ces familles qui disaient mais on n'est pas du tout d'accord, on est sûr que notre parent n'aurait pas demandé ça, qu'on voyait des gens qui n'étaient pas forcément du tout en fin de vie, évidemment que ça interroge. D'ailleurs, je crois qu'il y a eu énormément d'intellectuels, d'artistes, etc., qui l'ont soutenu au début. Je crois qu'il y a eu des pétitions, si je me rappelle un peu le contexte de l'époque, et pendant le procès, c'est vrai que beaucoup de ces personnes se sont dit c'était pas tout à fait ce qu'on croyait. Même si je trouvais quand même tout à l'heure le terme tueuse en série, etc., quand même un peu exagéré quand même. Mathieu ? Est-ce qu'il y a quand même une notion de piège qui se referme sur la DMD à ce moment-là, puisque en réalité c'est une cause difficile, l'euthanasie, on cherche des histoires à raconter, un processus à expliquer sur quelque chose de très intime. Effectivement, là vous êtes confronté à quelque chose de très violent. Est-ce que finalement le silence n'est pas un refuge face à ce mauvais exemple? Est-ce que c'est un mauvais exemple pour une bonne cause, Christine Malève? Oui, c'était pas l'exemple, mais en même temps ça nous a fait réfléchir. Ça nous a fait réfléchir à peut-être plus faire attention quand il y a un certain nombre d'affaires. Vous savez, nous, on est sollicités régulièrement par des gens qui ont envie de parler dans les médias. Je peux vous dire que depuis que j'en suis président, je regarde toujours avant de soutenir quelqu'un. Et évidemment que cette affaire, elle a, ceci dit, quand même d'une manière qui peut être assez surprenante. Quand même, globalement, quand on regarde à partir de ce moment-là, les sondages liés à l'euthanasie, n'ont fait qu'augmenter. Aujourd'hui, on a 9 Français sur 10, mais ça a quand même permis que ce débat entre, même si elle n'était pas évidemment l'exemple, puisque ce n'est pas des euthanasies, puisque nous, on se bat pour une chose, c'est que ce soit la personne qui décide, et donc qui est la volonté. Et pour moi, ça, c'est vraiment crucial. La volonté de la personne de vivre le plus longtemps possible, et c'est un choix qui doit être respecté, ou arrêter ses souffrances si on n'en peut plus. Et je pense quand même qu'à ce moment-là, je pense que beaucoup de gens ont compris que ce n'était pas le symbole de l'euthanasie. D'ailleurs, ça n'a pas été le procès de l'euthanasie. Quand vous pensez quand même que Marie de Henzel est allée la défendre alors que c'est l'anti-euthanasie aujourd'hui, on se dit quand même, c'est quand même assez étonnant. Donc on voit que beaucoup de gens se sont trompés à cette époque-là, les pros et anti-euthanasie. Mais enfin, quand même, il faut constater qu'à ce moment-là, ça a été enfin l'occasion, peut-être, dans notre pays, de réfléchir à la question de la fin de vie et de savoir, est-ce qu'il fallait une loi qui permettra à chacune et à chacun de décider, mais que ce soit la personne qui décide. Parce que l'exemple de Christine Malève, ça montre que oui, c'est souvent les gens autour du lit qui décident. D'ailleurs, l'INED, elle nous avait quand même fait une étude qui nous dit qu'en France, il y aurait 0,8% d'euthanasie. Et seulement 0,2% des gens les demanderaient. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui reçoivent un produit létal qui n'ont rien demandé. Donc il faudrait, d'ailleurs, moi je me suis toujours demandé pourquoi il n'y a jamais eu une commission d'enquête au Parlement là-dessus. On voit bien qu'une loi qui légalise l'euthanasie, ça évite toutes les dérives et ça évite de laisser des gens
être un peu victime du système, comme l'a été quand même quelque part Christine Malèvre à un moment où la question de la fin de vie n'était pas prise en charge comme elle le devait. Il faut rappeler quand même qu'on est en 1996 et que cette question-là, à cette époque-là, elle est complètement taboue dans les hôpitaux. Ça ne veut pas dire que ça ne se pratique pas. Bien sûr, mais ça se pratiquait. Ça se pratiquait et justement dans une certaine solitude quand on parle de sa propre solitude. Sauf que souvent, d'ailleurs, elle-même, je crois, l'a reconnu à plusieurs reprises qu'elle regrettait de ne pas avoir consulté les familles. Parce que c'est vrai que, voilà, une personne seule qui décide, et c'est pour ça que le collectif est important, et puis surtout qu'au final, on respecte la volonté de la personne. Et donc, à ce moment-là, de toute façon, il n'y avait aucune législation. Vous savez, dans notre pays, on s'est toujours intéressé au début de la vie, et la fin de la vie, on a l'impression que ça n'intéresse plus, comme si on n'était pas un citoyen quand on est en fin de vie. Eh bien, on voit très clairement qu'il faut poser des bases claires pour qu'il ne puisse pas y avoir de dérives. Parce que les dérives, ce n'est pas dans les pays qui légalisent l'euthanasie, c'est dans les pays qui font semblant de croire que ça n'existe pas dans le leur, comme le nôtre. Et dans notre pays, il y a des gens qui sont aidés, qui n'ont rien demandé. Eh bien, une loi qui légalisera l'euthanasie, à partir du moment où elle place la volonté de la personne, elle évite que n'importe qui fasse n'importe quoi. Vous prenez dans votre livre un certain nombre d'exemples. Il y a une liste assez longue et notamment d'un certain nombre d'affaires qui sont arrivées devant la justice. Notamment, évidemment, Frédéric Chaussois qui était aux côtés de Marie Imbert et de son fils Vincent, Laurence Tramois et Chantal Chanel qui ont été jugés à Périgueux, ou le docteur Bonnemaison. On va voir comment, dans ces affaires-là, qui ont été judiciaires elles aussi, comment les procès se sont conclus. Deux ans auront été nécessaires pour arriver à l'abandon peut-être définitif des poursuites contre la maman de Vincent Imbert et contre le docteur Frédéric Chaussois qui avait abrégé les souffrances du jeune homme devenu tétraplégique. Acquittement pour l'infirmière, condamnation de principe pour le médecin pour une injection abrégeant l'horrible agonie de sa patiente qui était aussi une proche. Le docteur Laurence Tramois est jugé coupable d'empoisonnement. La famille de la malade lui est reconnaissante. Voilà, le docteur Nicolas Bonnemaison qui sort sous les applaudissements du public qui a assisté à ce procès, qui avait été acquitté en première instance et condamné à 2 ans de prison avec sursis en appel. On voit que la justice, contrairement à ce qui s'est passé d'ailleurs pour Christine Malèvre, elle est assez clémente. Ce sont des peines de principe. Bah oui, on le voit. On voyait juste avant Marie Imbert et le docteur Chaussois. Donc j'ai une pensée pour Marie Imbert qui nous a quittés, au mois d'août. Mais déjà, dans cette première affaire, le docteur Chaussois n'a fait que répondre aux vœux de Vincent. Tout le monde savait, il pouvait communiquer avec un doigt. Enfin, sa maman avait essayé de l'aider, n'y avait pas réussi. Donc il n'y avait aucun doute là-dessus. Et donc évidemment, s'il y avait eu un procès, on a, à mon avis, voulu confisquer parce que Marie Imbert voulait ce procès. Elle voulait s'expliquer parce qu'elle savait que l'opinion, et là aussi, quand on parle d'un changement dans l'opinion, la mort d'un jeune garçon dans ces conditions a beaucoup fait réfléchir notre pays. D'ailleurs, on a eu la première loi Leonetti, qui n'est pas ce qu'on souhaitait, mais il y a eu la première vraie prise de conscience. Et on voit d'ailleurs dans tout, parce qu'il y a eu un certain nombre d'autres affaires. Encore récemment, a été acquitté un vieux monsieur qui avait aidé son épouse à mourir. Enfin, il avait juste ouvert les boîtes de cachet. Il avait été condamné en première instance à une peine symbolique, d'ailleurs, de prison, mais en tout cas avec sursis. Et puis, en cassation, il a été acquitté. On voit bien, d'ailleurs, c'est là un peu l'absurdité de tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, on envoie les gens en justice, ce qui est quand même quelque chose de très, très difficile, hein, subir première instance, enfin quand on est en correctionnel, appel, et ce qui était le cas de Jean Mercier, ce vieux messier, et la cassation. Et puis à la fin, les personnes sont acquittées. Ou ont une peine légère. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'on laisse la justice avoir quelque part un rôle de compassion, alors que c'est le Parlement qui devrait faire une loi claire qui éviterait de laisser aux juges et parfois au jury. On l'a vu aussi avec une affaire qui avait eu lieu à Angers, où un jeune homme avait aidé son épouse à mourir. À la demande d'ailleurs, et toute la famille le soutenant. Il avait été acquitté, mais après 1 ou 2 années de procédure, vous imaginez quand même cette violence. Et on voit qu'il y a quelque chose, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on entend certains politiques qui disent, de toute façon, si les gens aident par compassion, ils ne seront pas condamnés. Oui, mais ils vont vivre pendant des mois devant la justice. C'est Marie Imbert
Imbert, elle n'avait pas le droit de quitter le territoire national. Elle a eu des expertises psychologiques qui étaient très violentes. Je me souviens, elle me racontait qu'on lui avait posé la question, est-ce que vous avez eu du plaisir quand vous avez injecté le produit dans la perfusion de votre fils? Vous imaginez quand même, et c'est sûrement des questions qu'il faut poser, mais cette violence pour cette femme qui n'avait fait qu'un geste d'amour et qui au départ ne voulait pas aider son fils, c'est son fils qui lui a dit, si tu m'aimes, fais ce geste d'amour. Sauf que les exemples que vous nous donnez, pour en revenir à notre affaire, ils sont terribles si on compare, Mathieu, avec l'affaire sur laquelle nous nous sommes penchés ce soir. Ils sont terribles parce que ce ne sont pas les mêmes chiffres et ce ne sont pas les mêmes réflexes, parce qu'effectivement, ces affaires arrivent devant la justice et continueront à arriver devant la justice puisque le code pénal n'est pas changé. Mais est-ce que vous assumez finalement le fait à la DMD de dire à la fois aux patients et aux soignants que pour vivre dans cette ambiguïté et pour se résister au mieux à cette ambiguïté, si on souhaite l'euthanasie, de se préparer finalement avec des mots, avec un engagement de son vivant pour éviter d'avoir un parcours où on puisse faire dire au futur défunt le contraire de ce qu'il a dit. Ah bah, tout à fait. Tout à fait. Nous, on se bat pour qu'on soit chacun acteur de santé et que, alors la majorité des cas, quand vous mourrez conscient, enfin quasiment jusqu'au bout. Mais il y a 3 ou 4% de cas, à la fin, vous êtes dans un coma et si vous n'avez pas écrit les choses, eh bien, on ne peut rien faire. Et c'est pour ça qu'il faut écrire ce qu'on souhaite, pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté, ni vis-à-vis de la famille, ni vis-à-vis du personnel soignant. Et après, ce que vous écrivez et ce que vous exprimez doit être appliqué. Ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui, puisqu'on voit bien qu'on a fait de la question de la fin de vie une affaire médicale dans notre pays, alors que c'est une affaire citoyenne. Et nous, on se bat, vous savez, on est à la veille, demain, le Conseil national d'éthique va rendre son avis. Je ne suis pas persuadé que ça va beaucoup nous aider, mais on verra ça demain. Je rappelle quand même qu'il y a eu un comité citoyen qui s'est exprimé dans le cadre de ces débats et que ce comité citoyen, à raison des 2/3 de ses membres, s'est prononcé pour une autre loi, comme les sondages qu'on voit dans notre pays. Donc moi, j'espère que les parlementaires vont entendre, parce que sinon, on va continuer à vivre dans les dérives. Les 3 lois Leonetti, elles ont mené à des dérives, des gens qui sont aidés, qui ne demandent rien, et de toute façon, des euthanasies qui ont lieu alors que ce n'est pas légal, ce serait quand même un peu mieux, et continuer à avoir des gens, ceux qui ont l'argent, qui vont à l'étranger pour mourir. Moi, je ne les stigmatise pas, je dis tant mieux pour eux. Mais vous savez, c'est comme à l'époque de l'avortement, quand les femmes devaient partir à l'étranger pour se faire avorter, c'est celles qui ont l'argent et les autres, parfois elles en mouraient en ayant les faiseuses d'anges. Merci beaucoup d'avoir réagi à cette affaire.